Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après cette période de vacances. On va commencer ensemble une nouvelle série de vidéos dont vous avez pour l'instant vu que le titre, les chroniques post-fin du monde suivies de leur pendant un peu plus joyeux et rigolard, les chroniques du monde sujet. J'expliquerai le titre plus tard. Voilà, donc avant de reprendre quelques points, il y a des choses qui changent, d'autres qui ne changent pas. Euh, bon, la technique s'est pas vraiment améliorée, j'ai pas eu d'argent à investir dans cette chaîne pour acheter un micro qui est parfois réclamé par certains d'entre vous. Bon, bah, le décor, j'habite toujours chez moi, il y a toujours du bruit quand j'enregistre parce que j'habite toujours dans un quartier très populaire à côté d'une boîte de nuit. Donc ça, c'est les choses qui changent pas. Les choses qui changent. Euh, le générique, le fait que, bon, ben, depuis le printemps dernier, là, il y a beaucoup plus d'abonnés, donc ce qui était devenu simplement un outil pédagogique pour moi ressemble maintenant un peu plus à quelque chose comme une chaîne YouTube. Heureusement, dans des dimensions, je crois qu'il y a un peu plus de 3000 abonnés, donc heureusement dans des dimensions qui me permettent encore à répondre à toutes vos questions et tous vos commentaires. Donc voilà, il y a un changement d'échelle, mais raisonnable et qui fait qu'on ne change pas grand-chose. Voilà. Alors voilà, je voudrais commencer cette série de vidéos par un point extrêmement simple, mais que je répéterai à chaque vidéo, et qui m'est apparu cet été, au milieu de lecture. Euh, la fin du monde a déjà eu lieu, la catastrophe a déjà eu lieu. Voilà, la catastrophe n'est pas à venir, elle a déjà eu lieu. Alors, pour m'en expliquer très brièvement, avant de le servir sous une forme de credo, on entend beaucoup de discours écolos parlant des catastrophes à venir, on entend des collapsologues, on entend des catastrophistes. Moi, j'ai essayé de me positionner en tant qu'anthropologue par rapport à ces questions-là, prendre un peu de recul. Tout ça au milieu de lectures de Georges Bernanos, de Baudrillard, un petit peu de matinée d'un peu de Derrida. Et tout ça m'a amené au constat évident que du point de vue de mon travail d'anthropologue, du politique, euh, voilà, la catastrophe n'est pas à venir, elle a déjà eu lieu. Alors sous forme de credo, ça donne ça. Elle a déjà eu lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà devenus des imbéciles incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs et de nos crimes. Nous nous sommes déjà abolis en tant qu'humains libres ou en tant que liberté possible. Nous avons déjà virtualisé le monde, nous avons déjà fait disparaître les ours blancs en les transformant en variables de notre capacité à mettre les sacs plastiques dans telle ou telle poubelle. Nous avons déjà parcouru un parcours formidable d'impuissance caractérisé entre Hiroshima et Fukushima. Euh, la grande catastrophe naît, de mon point de vue, et c'est ça que je vais essayer de développer avec vous, qu'un argument au service d'une gouvernementalité qui est déjà en place. Essayez d'adopter cette position avec moi pour un instant. La catastrophe, la fin du monde, n'est qu'un argument, n'est que le décor au service d'une gouvernementalité déjà en place et qui n'est pas nécessairement aussi radical qu'une forme d'écofascisme. Ça peut être beaucoup d'autres formes de gouvernementalité qui participent en réalité de la fin du monde. Et c'est de ça dont on va parler, notamment de la fin du monde commun. Aujourd'hui, il y a déjà, à mon sens, deux mondes qui cohabitent. Le monde des machines, hein, le monde de la société machinistique, qui est la fin du monde, le monde de la virtualisation du monde, le monde de l'exploitation de tout partout, et notamment de l'humain par l'humain. Et puis un monde sujet, un monde qui nous permettrait une forme de pluralité entre nous parce que nous serions séparés par cette euh, altérité radicale. Euh,
ce monde-là, ce monde sujet, celui que j'appelle le monde sujet, celui qui est cette altérité radicale par rapport auquel nous pouvons nous distinguer et non pas nous confondre les uns et les autres dans une masse, eh bien celui-là, à mon sens, il a matériellement disparu et il n'est qu'un rêve ou un outil ou un concept à l'usage de ceux qui restent un tout petit peu libres de penser. Bon alors, par rapport à la fin du monde, n'est-ce pas, par rapport à la grande catastrophe, par rapport au réchauffement climatique, à l'effondrement, aux catastrophes nucléaires qui pourraient venir, moi je ne suis pas collapsologue, je ne suis pas un expert en survie, je ne pourrais pas vous apprendre à faire pousser des carottes. La seule chose que je puisse réellement vous apporter, c'est deux choses. La première, aiguisez votre œil pour voir, pour identifier instantanément, sans aucune demi-mesure, sans aucune complaisance, partout où se niche la fin du monde. Partout où une bonne volonté, en réalité, participe de la fin du monde, participe de la catastrophe, participe de l'abolition de l'humain par l'humain. Donc d'abord, voilà, aiguisez l'œil. Et puis, pendant que nous arpenterons ensemble les ruines du monde sujet, pendant que nous arpenterons ensemble ces espèces d'étendues infinies de destruction, j'essaierai de vous montrer aussi les fleurs qui y poussent dans ces ruines. J'essaierai de vous montrer et de faire signe vert ce qui peut donner espoir et ce à partir de quoi on peut le mieux possible reconstruire un monde commun, et pas simplement une machine qui s'autodétruit et qui s'auto-bousille, suscitant d'ailleurs en même temps la gouvernementalité qui abolit en nous la possibilité. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais simplement dire que par rapport aux catastrophes environnementales, au catastrophisme, cette espèce d'eschatologie dramatique qui nous est présentée sous différentes manières, que ce soit en parlant très prosaïquement du réchauffement et de la disponibilité des ressources, des matières premières, ou en parlant de l'anthropocène ou de concepts un peu plus élaborés, il me semble qu'il y a trois positions qui sont non seulement complémentaires en tant qu'elles ont leurs représentants et leurs partis, mais qui peuvent même être complémentaires à l'échelle d'un être humain. Trois positions. Ces trois positions par rapport à la catastrophe, pour moi, je peux les transcrire en trois verbes. Alors, freiner la catastrophe, c'est la première position. Bien vivre malgré la catastrophe, ça serait la seconde position. Et la troisième position, il s'agirait de refonder après la catastrophe. Bien, je vous rappelle que selon moi, et selon le credo que je viens de dire, la fin du monde a déjà eu lieu, mais on va décrire cela plus avant tout à l'heure. Alors, freiner, globalement, c'est la position masse médiatique. C'est la position des partis écologistes, dominants en France. C'est aussi ce qu'on va appeler le greenwashing, ou l'écolibéralisme, ou l'éco-marketing. C'est cette idée qu'il faut faire du bien à la planète pour freiner la catastrophe et même si possible encore la dévier. Il s'agit de durer, de faire durer le système. Je voyais encore récemment avec énormément d'amusement ironique, la journaliste Léa Salamé sur France Inter interpellait la personne qu'elle était en train d'interviewer en lui disant « Mais quand même, est-ce que vous ne croyez pas que c'est seulement par le libéralisme et le capitalisme qu'on pourra sauver la planète et que les entreprises peuvent comprendre et que les entreprises peuvent investir et que c'est simplement en fait en créant de la richesse, c'est-à-dire en détruisant plus, en machinisant plus, en robotisant plus, en limitant notre rapport au monde à un rapport commercial dans ses fins les plus extrêmes, qu'on pourra enfin sauver l'environnement. Et voilà, c'est cette position-là, freiner, faire durer. Alors c'est une position qui est intéressante
elle place la faute avant et la catastrophe après. En un sens, ça pourrait quand même pas mal ressembler à une position chrétienne avec le péché originel qui aurait été le productivisme. Et puis, nous portons tous en nous cette faute. Cette faute est individuelle, confère la propagande de Coca-Cola adéquatement décrite dans le dernier Cache Investigation. Donc voilà, c'est la faute du consommateur, c'est la culpabilité. Il faut culpabiliser le consommateur pour que on obtienne la rédemption et on puisse durer dans notre pratique du capitalisme. Mais en fait, capitalisme, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici. Ça pourrait très bien exister dans un système soviétique. Notre consumérisme, de notre exploitation du monde et surtout de notre vision du monde comme environnement exploitable. En fait, la fin du monde réside là. Quand on considère la totalité de l'existant comme un environnement exploitable. Dès lors, ça n'est plus un monde, ça n'est plus un monde commun, ça n'est plus le lieu de l'action commune. En tant que nous, humains, agissons dans un cadre où il existe une altérité, dès qu'on considère la totalité de l'existant comme un environnement exploitable, alors nous ne sommes plus que des agents économiques et techniques en train d'intensifier nos relations dans un cadre économique et technique, qui devient d'ailleurs lui-même virtuel, mais c'est un sujet qu'on abordera une autre fois. Alors la deuxième position, je l'appelle bien vivre. Pour moi, c'est l'ensemble des pratiques par provision qu'on développe, au moins pour ne pas nuire, d'une part, mais aussi pour avoir une bonne vie malgré la catastrophe à venir. Bien. Donc les pratiques végétariennes, végétaliennes ou véganes, les pratiques où on va chez soi avoir une hygiène de vie telle qu'on ne nuise pas tout en améliorant sa propre qualité de vie. Vous voyez, c'est des positions qui ne sont pas si éloignées que ça, mais elles le sont dans leur but. Quand je suis végane, je le suis avant tout par une position, je ne suis pas du tout végane, hein, par une prise de position philosophique, et par ailleurs, pour bien vivre, moi, c'est plutôt cette position dont il est question. Quand je suis survivaliste et que je prépare ma survie après la catastrophe, je ne suis pas en train de la freiner. Je suis en train d'avoir le bon comportement pour ma personne et pour enseigner à mes enfants, à mes proches, à ma famille, ce qu'il faut faire pour survivre. J'essaye aussi de durer, aussi de perpétuer dans le temps, mais on est dans une forme de pratique par provision qui néanmoins considère le présent et tout le plaisir qu'on peut avoir. Bien. Alors, par rapport à ce bien vivre-là, cette position-là, moi je la comparerais plutôt à une posture orphique. Vous savez, les orphiques, donc c'était une secte grecque qui pensait qu'il y avait eu un crime originel. Les titans dont nous descendions avaient mangé le corps de Dionysos, qui était dans cette religion-là, dans cette secte-là, la totalité. Donc il y avait l'humain serait le fruit d'un crime originel qui serait la dévoration du tout. Et on l'aurait fragmenté, on l'aurait tout cassé, et il faudrait le recomposer, refaire couler en quelque sorte de l'amour entre les différents fragments, refonder l'œuf originel de la création à travers un régime de privation, et notamment en ne se nourrissant que de graines. Voilà, les orphiques, en mangeant des graines, reconstituaient le corps de Dionysos, en mangeant de la viande, on le refragmentait. On refragmentait l'harmonie originelle. On retournait au plus proche du crime originel de l'existence humaine. Bon. Et puis, alors, il y a la troisième position. La troisième position, qui est celle que moi je vais développer dans cette chaîne-là, c'est de dire, dans le fond, la fin du monde, c'est essentiellement et avant tout une crise du sujet humain. Voilà. C'est une crise du sujet humain. La catastrophe, c'est que nous sommes incapables de nous réformer nous-mêmes. La catastrophe, c'est que nous sommes devenus totalement incapables de stopper la catastrophe. Voilà. La vraie crise, elle est là. Et à partir de là, dès lors qu'on admet que la catastrophe n'est pas à venir, mais qu'elle est déjà là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de refonder une civilité entre des sujets humains capables de tisser entre eux des relations non machinistiques, capables de tisser entre eux des relations
euh, que pourraient avoir des animaux humains libres, pour autant que vous me pardonnez cette série d'oxymores. C'est un petit peu tragique, mais parce que je sais bien que le format YouTube demande des formats courts, mais pour adresser un sujet pareil, même pour le commencer, même pour proposer une mise en bouche, j'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Alors, je voudrais pour vous convaincre et que vous acceptiez en un sens le pas de côté que je fais, euh, voilà, vous posez des questions extrêmement simples. À quel moment est-ce qu'on pourra dire que la catastrophe a eu lieu? Voilà. Moi, j'ai besoin de vous démontrer, c'est ce que je m'acharnerai à faire vidéo après vidéo, qu'elle a déjà eu lieu, que la catastrophe est derrière nous, et que il n'y a aucune voie pour la freiner, la ralentir, ou modérer les impacts négatifs que nous anticipons si nous ne reconnaissons pas d'abord que la catastrophe elle a déjà eu lieu et qu'elle est d'abord un problème philosophique, cognitif, mental, mais d'abord un problème de pensée. Alors, est-ce qu'on dira que c'est la catastrophe lorsque la somme de nos actions aboutira à des destructions de masse d'êtres humains? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais alors on est dans une catastrophe qui est évaluée de manière non pas qualitative, la catastrophe ne transcenderait pas, ce serait simplement pour une fois, on aurait plus de morts parmi les humains. Mais enfin, dans ce cas-là, oublie-t-on, je ne sais pas moi, la guerre de l'opium, dont on peut estimer qu'elle a fait au minimum plusieurs dizaines de millions de morts et peut-être 90 millions de morts. Oublie-t-on la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes, et puis je ne sais pas, c'est simplement l'exercice normal des régimes totalitaires, qui soient plutôt capitalistes ou plutôt communistes. Est-ce que ça ne produit pas là aussi des millions de morts? Donc c'est pas un argument intéressant. Alors, pour le dire autrement, ce n'est pas en regardant le nombre de millions de morts qu'on peut décider que la catastrophe a eu lieu. Alors, est-ce qu'il s'agit de dire que, dans le fond, il y a catastrophe parce qu'on détruit la biodiversité ben là encore, c'est une question de degré. On a commencé à détruire la biodiversité dès lors que nous avons commencé à pouvoir le faire. C'est-à-dire il y a des dizaines de milliers d'années. Pour prendre des exemples plus récents, on a provoqué la disparition du dodo. Là, au siècle dernier, c'est pas quelque chose de radicalement neuf, mais nous avons commencé à être une espèce exterminante il y a plusieurs siècles. La singularité de notre comportement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus totalement incapables de cesser d'être une espèce exterminante. Bien. Alors, vous me direz, le climat. Est-ce qu'il y a un changement radical dans l'impact des êtres humains sur le climat? Quand on décrit l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère ERE, dans laquelle l'être humain serait devenu lui-même un des éléments, pour simplifier, pour aller vite, donc l'ère dans lequel l'être humain serait l'élément moteur des transformations géologiques, thermiques, météorologiques à l'échelle planétaire, pour moi, on peut l'envisager à partir de deux positions bien différentes.
selon l'une, il y a catastrophe, selon l'autre, il n'y a pas catastrophe. À partir d'une position où on regarde cet anthropocène comme une conséquence de l'action humaine en tant qu'elle est désorganisée, en tant qu'elle est immaîtrisée. Alors, de même que en existant, ne serait-ce qu'en existant, des animaux réchauffent une pièce si on les y enferme, de la même manière, les êtres humains, par leur activité, par leur désordre, par leur bordel, etc., sont devenus le facteur moteur. Mais ils sont devenus sur combien de temps et à partir de quel moment? Alors si on regarde les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire l'anthropocène est une conséquence de l'activité humaine, non seulement on est à côté du concept, mais le concept ne veut plus rien dire du tout. Il veut dire quelque chose dès lors qu'on nourrit ce concept d'anthropocène, ou cette période, ce terme qui décrit une période, d'une intention, d'une intentionnalité humaine. Nous sommes devenus capables de gouverner le monde. Nous en sommes les régents. Et c'est à partir de là que nous pouvons être décrits comme des régents responsables ou des régents irresponsables. Mais il nous revient d'administrer le monde. Le monde devient comme une espèce de colonie, un environnement global dans lequel nous sommes responsables de tout. Et ce sur quoi nous n'avons pas l'impact voulu, c'est soit que nous ne l'avons pas voulu, soit que nous ne l'avons pas su. Bien. Donc dès lors, dans ce concept d'anthropocène, si on veut le pousser jusqu'au bout, il y a non seulement l'identification d'une série de rapports de causalité, les humains agissent et ça a un impact sur l'environnement, mais comme ça on a toujours eu, à l'idée d'un devoir-être, d'un devoir maîtriser l'environnement et d'un principe de responsabilité par rapport à l'environnement, à ne pas confondre avec le principe de responsabilité développé par Hans Jonas et dont parle régulièrement par ailleurs Pablo Servigne. Je le cite parce que, comme j'ai parlé de collapsologie et qu'il en parle très bien, ce concept de principe de responsabilité, c'est basé non pas sur la nécessité de protéger la nature, mais de la nécessité de respecter un impératif catégorique unique qui est l'interdiction pour l'humanité de se supprimer elle-même. Bon, donc on est sur un autre registre. Pour l'instant, restons dans nos moutons. Donc, voilà. Est-ce que l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat, l'impact sur le nombre d'humains qu'on tue, etc., permet de définir la catastrophe? À mon sens, non. Et je vais d'ailleurs défaire une notion qui permet de qualifier de catastrophe l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat et l'impact sur la vie des êtres humains, et l'impact, voilà, c'est la notion d'irréversibilité. Il y aurait catastrophe dès lors que nos actions seraient irréversibles et dès lors nous aurions une responsabilité particulière par rapport aux générations futures, en ce sens que on leur livrerait un monde sur lequel on ne pourrait plus rien faire, qui serait déjà foutu en quelque sorte. Bien. Il me semble qu'il y a là une erreur logique. C'est pas qu'il n'y ait pas d'action irréversible et que les actions irréversibles ne débouchent pas sur des situations dans lesquelles on livre un monde différent à ses enfants et avec une irréversibilité. Nous faisons des choses irréversibles, effectivement, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on imagine que parfois, ou avant, ou de manière générale auparavant, nous faisions des actions réversibles. Et ça, c'est un espèce de fantasme humain. Ça relève complètement de l'acosmisme, c'est-à-dire de l'illimitation de la volonté humaine. C'est cette idée qu'on pourrait revenir en arrière et changer le cours des choses. Mais en réalité, on ne peut pas, on n'a jamais pu. Et par exemple, si une civilisation, je ne sais pas moi, avait colonisé la Bretagne au premier millénaire avant Jésus-Christ et qu'il avait construit là une civilisation industrielle extrêmement développée, ils avaient tout détruit, puis ensuite ils avaient tout abandonné sur place, et puis que très patiemment, les générations de Bretons successives qui leur auraient suivi auraient d'abord effacé complètement cet héritage, reconstruit un héritage différent, plus ancien. Bref, là je me mets dans une fiction dans laquelle en fait la Bretagne a été colonisée par des extraterrestres, qui ont fait une industrie formidable, qui sont partis, que tout est revenu
comme à l'origine, grâce ou sans d'ailleurs l'action humaine. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas eu de réversibilité. Ce qui a eu lieu, l'action corrective qui a eu lieu, et ce qui est là aujourd'hui n'est pas ce qui aurait dû être là s'il n'y avait pas eu cela, c'est la somme des actions qui se sont succédées sur un même lieu qui produisent un résultat qu'on peut observer. Donc, en d'autres termes, s'il n'y a jamais de réversibilité, alors toute action est irréversible. Dès lors qu'on ne retourne pas dans le passé, toute action est irréversible. Dès lors qu'on pense ainsi, alors effectivement, il n'est pas plus irréversible de placer des enfants dans une situation où ils doivent gérer des déchets radioactifs dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, il est très probable d'ailleurs qu'ils ne sachent pas les gérer techniquement de manière plus élaborée que nous. C'est pas plus irréversible, par exemple, que d'aller cultiver son jardin. Ça déploie un niveau de violence, ça déploie un niveau de conséquence, ça déploie un niveau d'impact sur l'environnement qui est très élevé. Mais cependant, il s'agit que de questions de degrés. Et si c'est des questions de degrés, alors ça nous autorise à regarder tout azimut ce que nous livrons d'irréversible aux générations futures. Et la première chose irréversible qu'on lègue aux générations futures, c'est que toute une partie de l'humanité a aboli sa liberté dans le cadre d'un culte pour la société machinistique. Et cette question, d'ailleurs, c'est amusant de citer le nucléaire à ce sujet. Moi, j'ai travaillé sur le site de Bure et sur l'enfouissement des déchets radioactifs et sur la notion de réversibilité et d'irréversibilité. Et ces questions-là étaient très très justement posées par les militants qui étaient opposés à l'enfouissement, étaient posées aussi par les autorités religieuses. Mais en réalité, la question, dès lors qu'elle était adressée à des techniciens et à des technocrates, ne pouvait donner lieu en réalité, en toute bonne foi de la part des ingénieurs, qu'à une réponse plus technicienne. En d'autres termes, si on voulait réellement maintenir un haut niveau de réversibilité de l'enfouissement, c'est-à-dire qu'on puisse réellement désenfouir et défaire, etc., c'est pas moins de technique, c'est pas moins d'ingénieurs, c'est pas moins de contrôle, c'est pas moins de territoire qu'il aurait fallu, c'est beaucoup plus. S'il avait réellement fallu pouvoir maintenir en temps réel tous les éléments radioactifs présents sur le site de Bure sous une observation vigilante et un contrôle parfait, vous voyez bien que c'est pas moins de contrôle qu'il faut, c'est beaucoup plus de contrôle. C'est pas moins de terrain, c'est beaucoup plus de terrain. Bon, je m'égare un peu. Néanmoins, voilà. Mon idée, c'est vraiment de refuser l'idée qu'il y a une différence de nature dans l'action que nous avons sur le climat, dans l'action que nous avons sur la biodiversité, dans l'action que nous avons entre nous, entre un temps A et un temps B. Là où il... Et donc une différence de nature qui nous permettrait de dire que la catastrophe n'a pas encore eu lieu et qu'elle adviendra. Il me semble que c'est simplement des questions de quantité et que si on veut réellement se rendre capable d'agir, de repérer, de débusquer, de mobiliser, il faut se placer du point de vue où effectivement on admet que la catastrophe a déjà eu lieu, parce que la vraie catastrophe, c'est pas la fonte des glaces, c'est le fait que nous soyons incapables de le voir autrement que comme un problème de management. En d'autres termes, c'est le fait que nous nous soyons abolis en tant qu'êtres humains. Voilà. En tant que bestioles disant le monde, en tant que bestioles interprétant le monde, en tant qu'animaux, et que nous raisonnons en tant que système, en tant que machine. Voilà. Bien. Alors, pause. Bon, alors, je vais vous proposer dans des exercices de dévoilement, des exercices où on va se débarrasser de prénotions et on va tâcher d'apercevoir
dans, dans des faits, dans des comportements, dans des discours, ceux qui participent de la catastrophe qui a déjà eu lieu, ceux qui participent de la destruction du monde, qui a déjà eu lieu, qui est en cours, et puis de notre destruction de notre capacité à être des humains libres dans un monde commun, et pas simplement des agents économiques et techniques dans une sphère machinistique. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. Alors, c'est un exercice qui ne supporte pas la demi-mesure. C'est un exercice qui demande une objectivité, même quand elle est très cruelle. Voilà. Euh, Même quand elle est déroutante. Quand on parlera du travail, par exemple, vous verrez que c'est assez déroutant. On a du mal à faire avec ces hypothèses-là, et avec ce que ça nous amène à voir. Bon, néanmoins, voilà, je voudrais commencer avec des choses beaucoup plus innocentes. Deux petits points que je vais vous proposer aujourd'hui et que vous pourrez interpréter à votre manière. Alors, le premier point, je pourrais le résumer comme ça. On a besoin de s'oublier. Une société a besoin d'oublier sa propre cruauté. Mais dans ce mouvement d'oubli, il n'oublie pas d'être cruel aussi. Enfin, je vais essayer de vous expliquer ça. On a besoin d'oublier, on va mettre en place des processus, des procédures pour oublier d'abord qu'une société est une société, que ça n'est qu'une société, mais aussi toute sa cruauté, ça c'est une chose. Mais le déploiement même des processus d'oubli implique une forme de cruauté. Voilà. Bon. Alors, l'histoire se passe sur une petite île méditerranéenne où je passe mes vacances. Et dans un café où je me rends quotidiennement avec mon épouse pour jouer au backgammon. Voilà. Alors c'est un café à côté d'une plage, sur une île, dans un coin paumé, où il y a pas grand monde. Bon, c'est ça qui est agréable. Et il y a un café, on peut jouer au backgammon. Dans ce café, et probablement parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui vient, il y a une attraction, un attrape-touriste, si on veut bien. Et cet attrape-touriste, c'est un perroquet magnifique. Donc comme ça se passe en Grèce, il s'appelle Papagallo, ou Thea parce que c'est son vrai prénom. Et c'est un ara extrêmement coloré, avec des bleus, des turquoises chatoyants, des verts, des rouges. On remarque pourtant au bout de sa queue des petits bouts de scotch qui viennent rafistoler un peu la trappe touriste. Cet animal-là est perché, voilà, sur son perchoir, et il a ces espèces de mouvements un petit peu mécaniques. Et puis des fois il fait comme ça. Bon. Et alors effectivement, dès que des enfants passent, touristes, pas touristes d'ailleurs, ils arrêtent leurs parents. Puis les parents se mettent devant l'animal et attendent que l'animal parle. Et ils attendent très très fort. Et l'animal se contente de faire comme ça. Et puis des fois il descend de son plateau, et il va sur le plateau un peu plus bas. Et il mange un grain de maïs, et puis bon, bah, il remonte sur son plateau. Des fois, il lâche une grosse fiente. Des fois, il a un mouvement, et donc tout le monde prend très peur et recule. Tout le monde a peur d'être mordu. Bon, voilà. Il est une véritable attraction, une espèce de star locale. Et je vois beaucoup de gens, plus ou moins éduqués, certains le sont beaucoup, certains le sont moins, de tous les âges, de nombreux pays, passer devant cette attraction et s'arrêter et recommencer mécaniquement le même cirque face au perroquet, à savoir se mettre en face, regarder les enfants jouer avec, puis dire Coco, Coco, dis-nous quelque chose, etc., etc. Je vois là-dedans deux choses. La première est relativement banale. Je vois l'expression d'une cruauté sans limite qui doit être oubliée.
La cruauté sans limite, c'est que cet animal n'a pas de chaîne, on le voit immédiatement, il est posé là sans chaîne, notamment parce qu'on lui a mutilé les ailes, on a mutilé ce qui faisait de lui un oiseau, et par conséquent il ne peut plus voler. Comme on lui a coupé les ailes, il ne peut même plus les soulever pour s'épouster, donc il est là coincé sur son truc. Comme il s'ennuie affreusement puisqu'on l'a privé de son maître, il n'est plus un oiseau, il ne vole plus, c'est pas non plus une autruche, hein, il est devenu complètement neurasthénique, donc il passe son temps comme ça, et j'imagine que ça fait digérer, quelque chose comme ça. Et face à ça, le comportement des humains, c'est tout simplement de ne pas voir la mutilation. De ne pas voir la mutilation, simplement. Mais de voir un beau perroquet sur son perchoir avec qui on peut interagir. Et ensuite, pour faire quelle interaction? En fait, on lui demande de parler, on lui demande de dire un mot, on lui demande d'être humain, on lui demande en fait de faire un travail d'humain, de parler comme un humain. On lui demande de faire une petite performance d'humanité. Il n'y a qu'une petite fille de 3 ans pendant un mois de Bagamon, j'adore le Bagamon, que j'ai vu résister à ce processus et qui, elle, au contraire, est rentrée comme en mimétisme avec l'oiseau et n'a cherché qu'à imiter l'oiseau. C'est voilà, une bestiole humaine, une petite bestiole humaine qui voit une bestiole colorée, jolie, et qui essaye de rentrer en relation en imitant ses mouvements à elle. Bon, le pauvre perroquet était complètement neurasthénique, donc ça n'a rien déclenché de singulier. En revanche, pourquoi tous ces êtres humains, aveugles devant la mutilation de l'animal, voulaient absolument que l'autre fasse un petit travail humain? Mon interprétation de ces faits, mais je crois que c'est un exemple de petite lecture objective et pas du tout subjective, face à un animal mutilé pour leur bon plaisir, le peuple en vacances ou non d'ailleurs, il y avait des gens qui n'étaient pas en vacances qui étaient là, les humains de passage lui demandent un travail humain, comme si à travers cette humanisation, ils pouvaient lui dire: toi, tu es un travailleur plus aliéné que moi, plus écrasé que moi, plus esclave que moi. Je veux t'amener jusque-là. Tu n'es pas une pauvre bête qu'on fait souffrir pour égayer la galerie. Tu es un travailleur humain, plus bas que les plus bas d'entre nous. Et donc vous voyez à cet endroit-là comment le processus d'oubli prend aussi une dimension de véritable cruauté. Elle vient renfoncer, elle vient se venger de sa propre médiocrité. Vous voyez comment, en partant d'un tout petit exemple comme ça, on peut rentrer un petit peu dans les pratiques humaines. On est là, effectivement, face à quelque chose d'assez étonnant, mais qui est culture. Qui est culture. Il y a un ensemble de normes de représentation et de pratiques dans cet oubli et cet abaissement de l'animal que tout le monde, sans même se connaître, en venant même de pays différents, adopte. C'est quand même un exemple assez étonnant. Personnellement, j'ai beaucoup souffert de cet exemple-là. Le second exercice de dévoilement que je voudrais vous proposer, il illustre peut-être mieux, non pas tant la catastrophe, que ce que j'appelle la demi-mesure, ou les plaisirs, les voluptés de l'esprit qui nous permettent d'éviter de voir la catastrophe. Alors, il y a un philosophe, enfin quelqu'un qui se fait appeler ainsi, qui s'appelle Michel Serres, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a une grande renommée, qui a par exemple écrit Le Contrat naturel, qui a fait des chroniques sur France Info, et dans un des ouvrages développe une figure théorique qui serait Petite Poucette, à savoir la jeune femme qui viendrait suite à une rupture anthropologique. Ça serait la représentante de la nouvelle espèce humaine, capable de communiquer avec son pouce pour taper ses SMS. Bref, la petite poucette, c'est l'être humain connecté, si on veut bien. Alors, est-ce qu'on a le droit
je vous pose la question abruptement. Est-ce qu'on a le droit, nous autres penseurs, penseuses, est-ce qu'on a le droit de se livrer à de telles forfanteries poétiques sous prétexte de penser? Pour moi, c'est une vraie question. Moi qui considère que si certains humains euh, peuvent être rémunérés pour réfléchir, c'est toujours pour rendre des comptes au sens commun. Dès lors, est-ce qu'on peut réellement dire qu'on rend des comptes au sens commun quand on se livre à de telles métaphores? Ma charge est un petit peu vilaine, mais vous allez voir pourquoi. D'abord parce que à travers son pouce, sa petite poussette, elle éteint beaucoup de choses, des choses qu'on fait avec ses doigts. Elle éteint la rue, comme dit Zygmunt Bauman, en se plongeant dans son téléphone portable. Elle éteint aussi le métro. Mais c'est avec son pouce qu'elle va, je ne sais pas comment on dit, la sweeper, je crois, sur les applications de rencontres du type Adopte un mec ou Tinder ou etc. Euh, le pouce, la main cesse de signifier ce avec quoi on tend la main, on serre la main, on met la main sur l'épaule. Bref, on est en train d'abord de regarder benoîtement et avec tendresse une dérivation de la main et une consécration de la main comme outil du téléphone portable qui est tout sauf indifférent. Bon, par ailleurs, si on se place du côté des... vous savez ce que je vous disais au tout début du propos. Si on se place du côté de ceux qui veulent freiner, de l'écologie qui veut freiner la catastrophe, le téléphone portable, c'est une utilisation massive d'énergie pour que ça fonctionne, c'est des mines dans lesquelles meurent des enfants par dizaines, par centaines, par milliers, parce qu'il faut avoir telle ou telle terre rare, tel ou tel métal précieux à bas coût et en abondance pour que les téléphones portables fonctionnent. Bref, c'est l'horreur. C'est pas une gentille évolution poétique. Bon. Mais alors, admettons que pour le plaisir de penser et pour le service, l'exigence du travail théorique, on se permet une métaphore légère. C'est tout à fait normal et mon procès est très vilain. Évidemment qu'en pensant à Petite Poussette, il n'a pas pensé aux enfants crevant leur pouce, tiens, d'ailleurs pour sortir tel ou tel métal précieux. Il y a un autre cache d'investigation, mais je crois que je regarde trop cette émission qui parle très bien de ça, dans le fond de telle mine au Congo. Bien sûr qu'il ne pensait pas à ça, mais dans ce cas-là, que n'a-t-il pensé à un enjeu colossal et qui est le passage de la métaphore ou de l'enjeu de la liberté au passage à la métaphore et à l'enjeu de la connexion. Entre l'humain dont l'eschatologie, l'aboutissement est la liberté d'un côté, relisez les poèmes de Voltaire là-dessus. Peuple, éveille-toi, romps tes fers, liberté, liberté, etc. Entre une conception de l'humain dont l'aboutissement est la liberté et une conception de l'humain dans laquelle l'aboutissement est la connexion. Qu'est-ce que je fais quand je me connecte? Je fais tout le contraire de me libérer. Je fais tout le contraire de m'émanciper. Dès que je commence une connexion, alors, pour ne pas que ma connexion soit simplement une électrocution, si je veux me connecter, je dois me conformer à l'ensemble des codes, des normes, des réquisites du réseau auquel je me connecte. Donc, la connexion, c'est le contraire d'une émancipation, c'est fondamentalement, basiquement, la détermination de soi à un ensemble de critères imposés par l'extérieur et qui sont nécessaires à l'intégration d'un réseau. C'est ça la connexion. C'est aussi vrai pour un train. Je suis un train, j'avance, je vais me connecter à un nouveau réseau. On va connecter deux réseaux. On a besoin que les rails soient écartés de la même manière. De la même façon, si au lieu de communiquer en Zigbee ou en Java ou en je sais pas quoi,
je communique en Bloomstrumpf, ben, ça marche pas quand je me connecte à un réseau. De la même manière, voilà, n'importe quoi, les réseaux internet, les jeux vidéo en ligne, tout ce que vous voulez. Tiens, il chante à côté. C'est mon quartier, qu'est-ce que vous voulez. Alors pour revenir à Petite Poussette, aujourd'hui, même ses rapports avec son amoureuse, ses parents, ses amis, tout ça est médié par un ensemble de macrosystèmes techniques qui permettent à cela de fonctionner. Et à ce moment-là, il faut avoir les yeux grands ouverts. Petite Poussette, elle est déjà limitée dans sa liberté par l'ensemble des modifications cognitives qu'il lui faut pour s'adapter à l'échange via WhatsApp, via Facebook, via LinkedIn, via tout ce que simple téléphone d'ailleurs. Il faut qu'elle se transforme elle-même pour accepter d'avoir toutes ces médiations dans ses relations avec ses proches, et en quelque sorte, elle ne sera pas du tout à l'origine de ça. Bon, par ailleurs, contrairement à ce qui peut se passer lorsque les relations sont médiées plutôt par des traditions, par des usages, par des coutumes, elle ne peut avoir aucun impact sur le protocole qui gère ces relations à l'extérieur. Mais dernier niveau, il faut entendre toute la phrase. Quand on dit que Petite Poussette ne peut communiquer avec l'extérieur qu'à travers un ensemble de macrosystèmes techniques, fonctionnant de manière coordonnée, donc des fournisseurs d'accès à Internet, des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs de matières premières rares pour que son téléphone fonctionne, tout ce que vous voulez, des transports, etc. C'est donc que tout le monde est entré en machine pour qu'elle puisse avoir l'impression d'ubiquité en discutant par Skype avec Mère Grand. Il faut voir tout le monde des machines pour que ce rêve-là puisse passer par l'appareil. Euh, il faut voir la somme des contraintes matérielles réelles qu'on cède pour pouvoir entrer dans ce monde de liberté. Et donc, si j'avais promis à l'humain, ou plutôt si j'avais conçu un avenir anthropologique dont l'aboutissement serait la connexion et par conséquent l'abolition de la liberté par essence, comme aboutissement de la vie humaine ou de l'espèce humaine ou du devenir humain, je ne l'aurais pas appelé Petite Poussette, mais je l'aurais appelé Pauvre Petite Poussette, ou Malheureuse Petite Poussette, ou Oulala Petite... Bref, peu importe. Donc je voulais vous proposer comme ça 2 exercices où simplement on prend des faits très triviaux, un perroquet dans un bar et une gamine qui se sert de son téléphone portable, et on soulève et on regarde. Et dans un cas comme dans l'autre, on voit à quel point nous nous sommes collectivement abolis en tant qu'animaux libres sur cette terre. Et à quel point la catastrophe a déjà eu lieu, comme je le disais tout à l'heure. J'espère que vous écoutiez. Bon, alors, j'ai dit, je vous ai proposé qu'il y ait à chaque fois une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, une vraie action susceptible de faire ressurgir du monde sujet, bien qu'on expliquera plutôt plus tard ce que c'est. C'est ce qui s'est passé depuis l'annonce de Parcoursup, à vrai dire, et la construction de l'université volante. Alors, elle n'est pas encore construite, à l'heure qu'il est, les statuts sont encore en négociation, et la grande assemblée générale qui lancera le début de cette université aura lieu le 22 septembre. Bon, en tout cas pour l'instant, elle est prévue cette date-là. C'est pas tant la réalité que ça prendra que je veux partager avec vous. C'est le chemin qu'a suivi cette conception-là et qui m'intéresse beaucoup. Dans un premier temps, on est parti sur des critères finalement technocratiques, en se disant, voilà, Parcoursup va probablement créer énormément d'exclusion puisqu'elle est structurellement fait pour sélectionner, donc exclure. Cette exclusion va donc créer des situations dans lesquelles des bacheliers ne pourront pas avoir accès à l'enseignement supérieur, ce qui était un droit.
Ça transforme le bac, c'est un scandale. Il faut qu'on ouvre des universités pour pouvoir accueillir tous les bacheliers. Bon, bingo, on avait raison. Encore à l'heure actuelle, il y aurait quelque chose comme 30 000 étudiants que le gouvernement appelle inactifs, mais qu'on peut aussi considérer comme des gens qui ont perdu espoir ou n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, ou ont été refusés partout. Donc bref, 30 000 personnes qui n'ont pas de place, et 7 000 qui n'ont pas de place, mais ont fait une demande pour obtenir une place. Bon. Alors, nous avons rassemblé, je crois, 600 personnes ont proposé une dizaine de milliers d'heures de cours, ce qui est quand même très très important. Sur une base qui était d'abord cette réalité statistique, cette urgence statistique, et puis assez rapidement sur l'idée que il fallait que les non-bacheliers aient accès à des cours, puis il fallait que en réalité il n'y ait pas que les enseignants qui enseignent, et puis qu'il fallait cesser de séparer les enseignements pratiques et théoriques, et puis peut-être d'ailleurs qu'il fallait cesser d'associer un enseignement à un lieu. Et progressivement, tout en restant cohérente, l'idée de l'université volante s'est développée, 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 et s'est complètement émancipée de l'urgence Parcoursup. Pour moi, ça, c'est une action d'êtres humains libres, voilà, assez clairement, qui se sont émancipés d'à peu près l'essentiel des nécessités qui leur étaient immédiatement adressées, à savoir la nécessité de correspondre aux chiffres produits par le système, de donner un diplôme et donc de continuer à correspondre à la gestion d'un flux d'élèves qu'on doit ensuite transformer en étudiants avant de les transformer en professeurs, d'un flux de production d'enseignants lui-même contrôlé et labellisé. Donc vous voyez, on a quelque chose qui s'est progressivement émancipé. Alors il ne s'est pas du tout émancipé des modes de communication modernes, même si effectivement les échanges se font plutôt sur Frama que sur YouTube ou Gmail. Je dis des bêtises, pardon. Passe plutôt par des technologies open. Donc il y a des wikis, il y a des Frama, il y a des choses comme ça. Je ne suis pas du tout compétent dans cette partie-là. Mais voilà, il est né quelque chose comme un grand projet, une grande entreprise relativement émancipée des contraintes qui l'ont produite. Et ça, exprimé comme ça, on a l'exemple de ce que des humains libres peuvent faire dans les ruines florissantes du monde qui a subi la catastrophe, c'est-à-dire le monde post-fin du monde. Voilà. Donc pour en finir, parce que cette vidéo est vraiment effroyablement longue, les thèmes de ce qui viendra plus tard, hein, moi j'ai envie de travailler avec vous sur une approche anthropologique post-fin du monde de la question de la mort, et en regard de qu'est-ce que serait de bien vivre. J'ai envie de travailler avec vous sur, voilà, pour notre existence post-fin du monde, qu'est-ce qu'on fait de la violence, qu'est-ce qu'on fait de l'animalité, qu'est-ce qu'on fait des collectifs, comment est-ce qu'on crée une civilité, une manière d'être à l'usage des êtres humains libres qui se croiseront dans les ruines florissantes du monde post-fin du monde. Puis évidemment, et ce sera la première vidéo, comment l'anthropologie politique peut engager cette question de la fin du monde, comment elle va se positionner par rapport à ça. Voilà. Eh ben, je vous souhaite donc une joyeuse fin du monde puisqu'elle a déjà eu lieu, et une joyeuse vie dans les ruines florissantes, j'adore cette expression, post-fin du monde. Et puis voilà, les ruines florissantes post-fin du monde. Et puis, à la prochaine, pour continuer cette entreprise que j'espère excitante et étonnante à l'avenir. Salut tes joies!